Bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Roland Fabre, qui était président du foyer fraternel Centre social à Bordeaux et qui est maintenant vice-président de ce même foyer fraternel. Il est vice-président de l'Association aéronautique et astronautique de France. Il a été président directeur général de la société Technlam, diplômé de l'Institut d'administration des entreprises à Aix-en-Provence et ingénieur des arts et métiers à Paris Tech. Je vais lui laisser la parole et si j'ai oublié que certaines choses, il les rajoutera, ça sera gentil. Non, non, il y a trop de choses. Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de venir voir un peu l'histoire de la conquête de l'espace. C'est nous qui vous remercions. Et ses considérations. Et puis, pardon pour le petit misfit là, de hier. Donc, je vous ai perturbé, mais je vois que la réactivité a été rapide. Bravo. Donc, on va parler de la conquête de l'espace, mais un peu dans l'objectif de savoir pourquoi. Alors, voilà. Alors, il s'est passé du temps entre la petite Laïka qui a été torturée pendant quelques tours du globe terrestre et puis le coup de pub de monsieur Elon Musk qui a lancé avec sa fusée SpaceX. Il faut dire que la Falcon Heavy était en expérimentation, donc il fallait trouver une charge sympathique. Donc il a eu l'idée de mettre sa voiture, on peut comprendre ça, si bien que dans quelques millions d'années, peut-être qu'il y aura un satellite d'une galaxie lointaine qui verra cet engin un peu bizarre et qui se dira il se passe des choses. Alors, on était longtemps, et je ne veux surtout pas parler de l'histoire des désirs d'exploration de l'espace, parce que ça nous amènerait très loin, mais on est passé d'une phase de rêve et de considération un peu philosophique à maintenant une mise en œuvre tout à fait réelle. Alors, quelles sont les choses qu'on va examiner? Le premier point, c'est que l'homme a l'objectif permanent d'améliorer sa connaissance du monde, ou dans ce cas, de l'univers. Il est animé de la volonté de dépasser ses limites. Cette activité est un enjeu politique majeur, et depuis que ça a démarré, ça a toujours été comme ça. Et si c'est un enjeu politique majeur, c'est bien sûr un enjeu militaire également très important. Petit à petit, le marché a fortement augmenté et on est aujourd'hui devant une explosion des utilisations des applications de l'espace, une augmentation du nombre de tirs, du nombre de fusées, du nombre de satellites, qui même peuvent devenir relativement préoccupants. Enfin, dernier point, c'est un accélérateur de développement de technologies et je me permettrai de faire un peu de cocorico local à partir de deux exemples bordelais. Et puis, pour un petit clin d'œil pour ceux qui ont envie de rêver, pour permettre peut-être à l'humanité de trouver un jour une solution de repli quand la Terre deviendra réellement invivable. Alors, le premier point, c'est l'objectif d'améliorer la connaissance de l'univers. Et là, on peut dire que dans ce domaine, l'apport des outils et des instruments qui ont été mis en œuvre a été très, très important pour avancer d'une manière très, très forte dans la connaissance de l'univers. On a à gauche un petit observatoire, mince, je ne trouve plus mes mots, Hubble, qui est un télescope, ça y est, merci, qui est un télescope qui est, vu comme ça, il n'est pas très grand, mais si vous hop, il ne faut pas toucher les trucs. Si vous regardez l'image de droite, vous verrez que l'engin, quand même, a une hauteur très impressionnante. Il a fêté ses 30 ans. Il va bientôt s'arrêter. Il va être remplacé par un nouveau télescope qui sera encore plus beau, plus puissant, plus ergonomique, etc. Il a subi pas mal de déboires puisque au début, il était myope.
il ne voyait pas ce qu'il fallait voir. Donc, il y avait eu un problème de réglage. Les cosmonautes sont allés le régler, lui ont mis des lunettes et il est devenu un outil merveilleux. Il a aussi été conçu pour s'adapter à l'évolution des technologies qui allaient arriver. Ça, c'est fort. Donc, il y avait tout un système de mécanos qui permettait de changer un module par un autre, mais un module plus perfectionné. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec ça? D'abord, connaître la mesure de l'âge de l'univers, qui a permis d'aller assez loin dans l'exploration, qui a permis aussi de mesurer que l'univers était en expansion permanente et que la vitesse de l'univers était en expansion permanente. Alors, pour vous donner une information, c'est de l'ordre de 50 km par seconde par parsec. C'est quoi un parsec? C'est une unité de distance des astronomes. C'est une seconde d'arc. Et donc, c'est à peu près, on va faire simple, c'est entre 4 et 5 années-lumière. Donc, pour 4 à 5 années-lumière, ça augmente de 4 à 5, de 50 km par seconde. Ce qui veut dire que plus on est loin, plus la vitesse de l'univers se développe, et donc l'univers se développe de plus en plus vite. Il a permis de comprendre le cycle des étoiles et des galaxies. Il a fait des études, des observations qui ont permis de mettre en perspective les fameux trous noirs. Je rappelle qu'un trou noir, c'est un ensemble très mystérieux qui est un ensemble très curieux de notre univers. Quand on se rapproche du trou noir, plus on se rapproche, plus la densité augmente, la température augmente, la pression augmente. Et quand on est au bord et qu'on bascule, eh ben, on n'en ressort plus. On n'en ressort plus et donc on a terminé notre... Donc les étoiles, certaines étoiles rentrent progressivement dedans. On a permis de comprendre comment marchaient les lentilles gravitationnelles. Les lentilles gravitationnelles, M. Albert Einstein avait fait la théorie de la relativité générale en disant que quand une source de lumière lointaine nous arrive et si elle passe à proximité d'une masse, donc une étoile ou un ensemble d'étoiles, la courbe est déviée. Donc ça, c'est vraiment la théorie de la relativité générale qui l'a permis de dire et c'est très important parce que derrière, il y a beaucoup de considérations sur l'organisation d'ensemble. Donc, cette propriété est utilisée pour se servir de certaines masses, qui peuvent être des étoiles ou des ensembles d'étoiles, pour s'en servir comme des loupes. Et donc, on peut voir derrière des choses qu'on ne pourrait pas voir directement. Le système solaire, bien sûr, a été examiné de fond en comble, ainsi que les champs profonds, là où on est à proximité du Big Bang. Donc, comme vous le voyez, c'est une moisson extraordinaire, c'est une moisson qui ne s'arrête jamais. Bon, un petit cocorico européen, on a aussi fait un certain nombre d'expériences intéressantes, et par exemple la sonde de Rosetta, qui est européenne, qui a atterri sur une comète. Je vous laisse lire le nom de la comète en question, et on voit ici d'abord sa forme qui ressemble à une espèce de patate déformée. Et là, on a pu voir qu'on avait des composants, des matériaux qui avaient été à l'origine de la Terre ou d'autres planètes qui étaient à proximité. C'est un succès européen. Une des vedettes de l'exploration qui ont eu lieu, c'est bien sûr l'exploration de la Lune. Alors, on a ici quelques illustrations. Les fameux premiers pas de Neil Armstrong le 24 juillet 69. Ça me rappelle un souvenir personnel et familial qui a été terrible pour moi qui voulais voir atterrir. Je n'avais pas la télé, j'ai loué un poste de télé, toute la famille était là.
J'ai vu descendre Neil Armstrong. Au moment où il a mis le pied par terre, la télé est tombée en panne. Voilà, c'est un souvenir très particulier. Quels sont les enjeux de cette exploration? Ils sont d'abord géopolitiques, on y reviendra dans le détail. Il y a, paraît-il, des sources de matériaux qui peuvent être extrêmement intéressants. Il y a de la glace qui pourrait permettre de servir de base de relais, en particulier si on veut aller sur Mars. Et les matériaux, un certain nombre de personnes et d'organismes voudraient en avoir une répercussion économique. Et puis, les nouveaux arrivants, j'en reparlerai un peu plus loin, sont pas à court d'idées, donc pourquoi pas faire du tourisme. On commence à faire du tourisme pour faire le tour de la Terre. Ça coûte une paire de millions de dollars, c'est pas très cher, mais là, ce sera beaucoup plus cher. Bon, vous voyez un petit peu les différentes choses. Là, à droite, c'est une maquette d'une nouvelle perspective en termes de robots et de combinaisons qui sont beaucoup plus perfectionnées et sûres que celles qui sont au-dessus. Donc, ça montre que les technologies évoluent. Alors, si on regarde Mars, c'est la nouvelle vedette. C'est la nouvelle vedette. Elle a été explorée de manière assez continue, avec quand même des périodes de repli. Donc, on voit Curiosity qui a très, très bien travaillé, qui a travaillé presque pendant 20 ans. Pathfinder qui a arrêté de travailler en 97. La sonde chinoise qui a atterri il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines. Le sonde Hope à droite, je ne sais pas si vous la voyez, c'est parce que c'est bloqué par les photos là. La sonde Hope a été lancée par les Émirats arabes unis. Elle a des objectifs de mesurer les caractéristiques des matériaux qui sont sur Terre. Alors, les tirs ne sont pas comme on veut. On souhaite viser quand on est proche l'un de l'autre. Dans ce cas-là, on est à environ 55 millions de kilomètres, mais on peut monter jusqu'à 600 à 700 millions de kilomètres quand on est très loin l'un de l'autre. Et donc, c'est une fenêtre qui a lieu tous les 26 mois, avec un voyage qui est, dans ces cas-là, de 6 à 7 mois. Donc, si on veut faire un aller-retour, on vise ça, on a 6 mois, on reste 1 an et demi, 2 ans, et on revient pour être dans la même fournaise de tir. Pardon ? Pardon ? Alors, continue, Roland, c'était un bruit. C'était un bruit. D'accord. Voilà. En ce qui concerne le dernier, la vedette américaine qui a atterri il y a à peine un mois, il y a eu un objet à gauche là, qui est extrêmement important, c'est la caméra, qui est la caméra française. Alors, en ce qui concerne les projets humains, M. Elon Musk, toujours à la pointe de l'ambition, prévoit de lancer un premier projet SpaceX en 2024. Franchement, moi, j'y crois pas du tout. Par contre, il y a un autre projet qui est très curieux, qui s'appelle Mars One, qui est prévu pour partir en 2032. Pour ceux qui posent des questions de philosophie et d'intégration sur la personnalité des gens, il est intéressant parce que Mars One, ça veut dire que c'est un seul trajet. Donc, le scénario est le suivant. On envoie un équipage de 10 personnes sur Mars. On les dépose, ils installent un camp et on leur dit au revoir, à bientôt. Et alors l'idée est la suivante, c'est que pendant 5-6 ans, la technologie va évoluer, il y a des projets en cours, et dans 5-6 ans ou un peu plus, 7 ans, on sera capable d'aller les chercher, mais ce n'est pas sûr. Donc, ils ont lancé un appel d'offres au niveau mondial, ils ont reçu des milliers de candidats, ils en ont sélectionné une centaine, ils ont constitué à l'heure actuelle une dizaine d'équipages potentiels, parce qu'il est évident qu'il y a des problèmes d'entente, de compatibilité, etc., avec ça. Et donc, ils sont en train de monter des expériences avec des équipes de 10 pour savoir si ça marche mieux avec les uns qu'avec les autres. J'en parle parce qu'il y a quand même une chose intéressante, c'est que tout le monde a répondu à ça. Il y a un docteur, un médecin de Saint-Médard-en-Jalles qui a répondu.
qui a été sélectionné. Il fait partie des 100. Et donc, après avoir discuté avec sa femme et ses 4 enfants, il a maintenu son projet. Donc, il dit, moi, je suis candidat pour aller sur Mars, même si je ne reviens pas. J'ai eu la chance d'organiser un repas avec Claire Voie, qui est le patron des cosmonautes français jusqu'à présent. C'est lui qui a été le plus grand nombre de fois et le plus longtemps dans l'air. Et lui, et ce gars-là, ce Toubib, je peux vous dire que j'ai passé une soirée totalement silencieuse à écouter ces 2 personnes expliquer pourquoi il faut y aller et de quelle manière et pas possible de telle autre. Bon, je vous laisse le soin de réfléchir par rapport à cette stratégie. Par contre, il y a une chose qui est concrète, c'est qu'il y a de très, très nombreuses difficultés techniques à résoudre. Combien de fusées il faut envoyer? Est-ce qu'il faut envoyer avec des personnes, avec des espèces de cargos? Est-ce qu'il faut monter aussi des organisations adaptées? Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais il y en a une, il y a les moteurs aussi. Quels sont les moteurs? Parce que si on veut aller plus vite, il faut des moteurs qui poussent. Dans l'espace, vous pouvez accélérer à 100 000 km/h, ce n'est pas un problème. Mais il faut avoir le moteur qui pousse. Par contre, il y a un sujet qui, jusqu'à présent, on a un peu la trouille, ce sont les radiations cosmiques. Et il n'est pas du tout certain que l'homme soit fait pour vivre dans l'espace avec une densité de rayons aussi dense. Ce sera une des grosses difficultés de ces projets. On sait s'isoler de ces rayonnements. Il faut en gros 1 mètre d'épaisseur de... Parasite. Il faut pas de béton, mais le métal le plus lourd. J'ai un trou. De plomb? Non. De plomb, merci Pascal. Donc il faut 1 mètre d'épaisseur, être dans une structure qui a 1 mètre d'épaisseur de plomb. Bon, je vous laisse imaginer la fusée qu'il faudrait, donc c'est totalement impossible, et donc c'est une des grandes inconnues de cette perspective. Les hommes, c'est un peu la même idée. J'ai pris 2 exemples qui montrent ce qu'on peut faire déjà sur Terre. La fosse des Mariannes est à 11 km de profondeur, avec des bestioles assez sympathiques à gauche. Le submersible chinois a atterri, si je puis dire, au fond, avec un équipage où il y avait des Américains d'ailleurs, cet hiver. Donc on a atteint le record de profondeur existant sur Terre. En parallèle, ça fait un bon moment qu'on a atteint l'autre sommet, le sommet réciproque. Et quand on pose la question à George Mallory, qui est un des grands alpinistes du début de la première moitié du XXe siècle, pourquoi vous allez là-bas? Because it is here, it is there, pardon, parce qu'il est là. Et donc on peut se poser la même observation par rapport à Mars, par rapport à la Lune, par rapport aux autres projets qu'on peut avoir, parce qu'ils sont là et qu'il faut aller les contacter. Alors, en ce qui concerne la caractéristique au niveau des enjeux politiques, ça a été au point de départ une bagarre très forte entre les 2 hyperpuissances en pleine période de guerre froide. Surtout que les soviétiques, ont gagné le premier set en envoyant le premier satellite, qui a beaucoup vexé les Américains. Donc Kennedy a fait un discours très célèbre dans lequel il lance le projet d'aller vers la Lune. Et Apollo 11 donc, a gagné le match. Soit dit en passant, au niveau géopolitique, c'est quand même très important de noter que cette bagarre est une des causes de la fin de l'URSS. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est une des causes parce que les moyens financiers, technologiques, humains nécessaires pour gagner et se bagarrer au niveau de ce challenge sont devenus de plus en plus importants. L'économie américaine était quand même très forte, très puissante, mais l'économie russe était trop consacrée à l'espace.
puisque c'était l'enjeu politique numéro un. Et donc, tout un ensemble de choses indispensables à la vie d'un peuple normalement était en défaut, et c'était ce que visaient les Américains. C'est un des objectifs des Américains. Alors, je ne sais pas si le même système va se faire avec la Chine. Je ne crois pas, parce que je pense que la Chine a une base économique au moins aussi importante que les Américains. Enfin, c'est à discuter, bien sûr. Et donc, la BACAR, maintenant, va se concentrer sur la Lune, sur Mars et peut-être sur d'autres opérations. À noter que dans tous les cas de figure, les budgets sont de plus en plus importants, et Mars va devenir le lieu, va remplacer la Lune. Bon, en toile de fond, il y a également la maîtrise des fréquences, parce que derrière, il y a tout ce qui touche la communication. Alors, si c'est un enjeu politique, c'est bien sûr un enjeu militaire, c'est évident. Et donc, il y a beaucoup de considérations qui sont reliées à ça. C'est un petit schéma où on voit différentes possibilités. Le satellite qui regarde un espace très précis d'un côté, un autre satellite qui prépare une attaque d'un avion de style Rafale ou américain, donc qui prépare un tir, et puis le guidage des avions importants à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Premièrement, que toutes les grandes nations de l'espace font évoluer leurs organisations militaires pour aller vers une structure du style armée de l'air et de l'espace. Certains pays font une armée de l'air, une armée de l'espace, d'autres, comme la France, et pas depuis un an, depuis un an, font une armée qui est baptisée maintenant armée de l'air et de l'espace. Les budgets montent. On a plus de 2000 satellites dual. C'est quoi un satellite dual? C'est un satellite qui est pour une application civile, en principe. Et le mot-clé, c'est en principe. Parce que ce sont des satellites qui peuvent très rapidement basculer en satellite militaire. Il n'existe pas une structure internationale qui permettrait d'avoir une cartographie de toutes les orbites qui nous tournent autour de la tête, qui permettrait d'y voir comment ça se passe. Donc chacun est très jaloux de son activité, et donc ne souhaite pas tellement le mettre dans un pot commun. Par conséquent, chaque nation dresse une cartographie à partir de ses moyens. On a détecté aussi de plus en plus de cas où un satellite a des voisins dont on aimerait bien savoir quelles sont les intentions. C'est arrivé récemment pour un satellite français qui a été approché par un Russe. Le satellite français s'est dévié parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière. Alors, pour l'instant, les utilisations sont tournées vers plus, je dirais, le soutien en priorité, le soutien des opérations terrestres. Les missiles, maintenant, sont tous guidés par le système GPS, donc en provenance des satellites, suit les opérations et l'observation fine des positions. Je rappelle, peut-être les gens le savent, mais le GPS américain, c'est la structure américaine, c'est un objectif militaire d'abord. La précision qu'on a avec le GPS version militaire est de l'ordre de 10 cm à peu près. Vous voyez que c'est quand même très précis. Et donc, par ailleurs, les États-Unis ont vendu la possibilité de l'utiliser pour des fins civiles, mais avec une précision nettement moins bonne. D'où le lancement de Galileo par les Européens, le lancement de même structure par les Russes et les Chinois, bien sûr. Donc, c'est aussi pour être maître chez soi et pouvoir avoir au niveau civil tout de suite des précisions de grande quantité, de grande qualité, surtout qu'on va s'en servir peut-être pour faire des choses importantes. Par contre, on se sert des satellites actuellement pour faire du brouillage, de l'intox, préparer des cyberbatailles. On a commencé à s'amuser à faire des destructions de satellites. Pour l'instant, ce sont les Américains et
et les Chinois, je crois, qui ont détruit un de leurs satellites. C'était sûrement pour faire une expérience. Alors, donc ça, c'est la considération qu'on avait sur l'aspect militaire. Mais maintenant, quels sont les aspects du marché? Dans un premier temps, cette approche étant très budgétivore, avec des rentabilités nulles ou symboliques, mais d'importance stratégique, ça a été donc les États qui ont décidé de se lancer et qui ont donc organisé des agences nationales, le CNES chez nous, la NASA aux États-Unis, qui étaient les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre des projets qui se faisaient. Petit à petit, et depuis peu, le secteur industriel est arrivé en force. SpaceX est en train d'être le leader mondial, avec Elon Musk, pardon pour la faute. Elon Musk, je pense que tout le monde le connaît. Il a SpaceX donc pour la partie l'espace, mais il a aussi Tesla pour la partie automobile. Et il a d'autres projets aussi très, très, très ambitieux, des trains à 1000 km/h, enfin, j'en passe et des meilleurs. Boeing a également un département de responsabilité. Quand je dis ça, c'est qu'ils assument leurs responsabilités, qui utilise Sea Launch, et donc on met en œuvre la fusée, le lanceur Delta Crunch. Sea Launch, c'est un bateau qui se met sur l'équateur et qui fait les tirs, qui permet les lancements. Pourquoi sur l'équateur? C'est parce qu'il y a un effet de fronde. Plus vous êtes à l'équateur, plus la vitesse de rotation est rapide. C'est pour ça que le Kourou a un atout concurrentiel très important. Il n'est pas sur l'équateur, mais il n'en est pas très loin. Il y a également IIS, qui est une filiale de Lockheed Martin, et également aussi Blue Origin, qui appartient à Jeff Bezos, dans Amazon. Quel est l'objectif de M. Bezos? C'est quand même intéressant de le savoir. C'est d'avoir la capacité de vendre des produits n'importe quel, hein, un aspirateur ou une machine à coudre, partout dans le monde, avec la même efficacité. Et donc, on est en train de concevoir des galaxies de satellites. Au début, une galaxie de satellites, c'était 30 à 40, puis on est à 100, puis il y a eu 700 maintenant. Maintenant, les projets qui arrivent, on parle de 15 à 20 000 satellites, qui sont des tout petits satellites qui ont une durée de vie courte, mais qui permettent de faire une énorme toile d'araignée autour de la Terre. Donc, si vous êtes au Sahara, vous pourrez un de ces jours commander votre aspirateur, parce qu'il y a un peu de poussière sous la tente, là, et vous aurez toute la livraison. Alors ça, la livraison, c'est un problème, mais vous aurez la possibilité de passer la commande en temps réel. C'est une stratégie affirmée. C'est pas, hein, bon. Une caractéristique importante, c'est que les arrivants, quand je suis en train d'évoquer, maîtrisent la chaîne de valeur. C'est-à-dire la chaîne de valeur, c'est 1, la conception et la réalisation du satellite. 2, la conception et la réalisation du lanceur. 3, le pas de tir. 4, le suivi autour de la Terre des choses. 5, la maintenance, etc., etc. Donc tout ça, en particulier chez SpaceX, c'est intégré. On n'est pas dans une relation client-fournisseur les uns derrière les autres. C'est pour ça qu'Ariane Group est devant un dilemme, c'est qu'il faut qu'ils se mettent sur cette stratégie-là. Moi, j'appartenais à un groupe qui s'appelait Safran, qui faisait les moteurs d'Ariane, et on était fournisseur d'Airbus qui faisait l'ensemble de la fusée. Les 2 PDG ont insisté auprès des 2 présidents, ou président directeur et président de la France et Madame le Premier ministre, pour qu'on soit groupés ensemble, parce qu'à chaque fois qu'on vend, on fait des marges, ça empile les coûts. Il a fallu 2 ans aux 2 PDG pour convaincre les 2 présidents d'adopter cette stratégie. Pendant ce temps-là, le temps tourne et les acteurs industriels privés n'attendent pas. On parle de ça, mais on parle du commercial, on parle des satellites, etc. C'est-à-dire,
c'est un problème parmi les autres. Donc, on voit à gauche un satellite, une fusée qui est en train d'atterrir, qui est un des avantages de SpaceX, c'est que son premier étage revient sur Terre et réutilisé. Et à droite, le rêve de Blue Moon, qui est celui de monsieur Bezos, qui donc aussi voit sur la Lune. Et puis une petite image au milieu où on voit l'embouteillage autour de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on a lancé l'an dernier? On voit quand même que le nombre de satellites augmente à l'heure actuelle, de lancements, pardon, augmente chaque année de 15%. Et on en voit l'augmentation des acteurs. Vous avez, là c'était vraiment exhaustif, vous avez les Chinois, les Américains, les Russes, la Nouvelle-Zélande, l'Europe, le Japon, l'Inde, l'Israël et l'Iran. Ils ont tiré et ils ont lancé des satellites. Vous voyez que le gâteau côté Europe, il n'est pas terrible. Hein. On a été leader pendant 20 ans. Bon, pas de commentaires. Voilà un petit peu ce qui navigue, ce qui a été lancé en 2018. Ça, vous voyez, c'est des choses de forme et de technologies assez variées avec des capteurs solaires pour permettre de faire des choses. Les soviétiques, les Russes là, avec Konoturi qui est un monstre de 16 tonnes et demie, qui est donc utile pour les grosses charges en orbite basse. L'orbite basse, c'est très intéressant parce qu'on voit les choses de près, mais les satellites durent pas longtemps parce que l'attraction terrestre, elle est là. Bon, il y a même une voiture rouge, mais je vous en ai déjà parlé à ce sujet. Alors, en ce qui concerne les débouchés, les applications, les utilisations, il y a quand même un certain nombre de segments assez importants, mais on s'aperçoit que quel que soit le domaine, il y a une bagarre qui est assez importante. Donc, les satellites, on en a parlé, les lanceurs, on en a parlé, la gestion de la mise en orbite, ce sont les plateformes et les observatoires relais qui sont implantés tout autour de la Terre, c'est un problème important. Les constellations, le problème des constellations, avec le nombre qui est envisagé de satellites qui vont faire une constellation, on va avoir de très très gros problèmes d'embouteillage et de télescopage. Je rappelle qu'un bout de métal d'1 mm3 qui provient d'un morceau de satellite ou de fusée, peu importe, lancé à 25 000 ou 30 ou 28 000 km/h, c'est pire qu'une balle, hein, y compris dans un satellite ou une station internationale. Donc, ça pose des problèmes, et donc derrière, il y a la maintenance qui devient une activité nouvelle. Donc, du coup, je vous ai sélectionné à droite, là, une image où on voit un satellite qui vient faire la maintenance d'un autre satellite. Donc, il y a des ouvriers qui sont en train de démarrer leur activité. Et puis, le nettoyage. Alors, le nettoyage, c'est la récupération des petits morceaux qui se promènent sur les orbites, les différents niveaux d'orbite, et qui commencent à devenir indispensables. Bon, Internet, la 5G, la communication au sens large, la télévision, etc., les guidages, donc j'ai parlé du GPS, etc., mais on le voit, à chaque fois qu'on aborde un thème, il y a toujours des compétiteurs qui sont là. Pour avoir une idée de ce qui s'est passé l'an dernier, il y a presque 3000 satellites opérationnels, c'est-à-dire qui travaillent correctement, et la moitié sont américains, et les 3/4 sont en orbite basse, donc moins de 2000 km, et donc du coup, c'est là où on va avoir des embouteillages et des problèmes de gestion des trajectoires des uns et des autres. Alors, on a balayé un petit peu les activités qui sont caractérisées avec l'application des produits, pour regarder au sens large,
qui tournent dans l'espace ou qui se meuvent dans l'espace. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça aussi que c'était une dimension politique et stratégique, technologique majeure, c'est qu'1 euro investi dans ce domaine, c'est 20 euros de retombées sur des applications qui n'ont rien à voir avec l'espace. Je vous en ferai voir quelques exemples. Les satellites aujourd'hui, vous le savez, permettent de faire beaucoup d'applications. La téléphonie par satellite, la météo avec une précision très précise, permet en particulier pour les agriculteurs et les marins, bien sûr, d'avoir des informations précieuses. La télévision, bien sûr. L'agriculture, je donne toujours l'exemple d'un agriculteur qui a son tracteur avec GPS, qui est capable de faire un sillon d'1 kilomètre de long avec moins de 10 cm de déviation. Et il peut planter sans problème un poireau tous les 10 cm, ce ne sera pas 11. Donc ça peut être utile. La médecine à distance, la géolocalisation. Bon, il est certain qu'aujourd'hui, on n'est pas loin d'aborder les voitures qui seront guidées de manière automatique. J'ai eu la chance de faire une expérience avec une Tesla entre Bordeaux et Arcachon, Andernos. Bon, je me suis amusé à quitter le volant pendant à peu près 10 minutes. Il ne s'est rien passé, tout était sous contrôle, etc. C'était quand même très interdit pour l'instant. Argos sont des balises qui sont dans les océans, qui mesurent l'organisation des océans et des choses qui sont problématiques. L'imagerie médicale, IRM, RMN, les prothèses avec des nouveaux matériaux venant de l'espace, les robots qui sont très utilisés, on le voit bien sur Mars et qui vont être utilisés sur la Lune et dans d'autres domaines, même sur le Galileo. J'ai un taux de mémoire. Bon, sur Mars et sur la Lune. Et puis, on utilise donc de manière de plus en plus courante des matériaux composites thermostructuraux. Je vais faire un zoom là-dessus. Le Kevlar, les vêtements ignifugés. Les pompiers d'aujourd'hui utilisent des combinaisons qui ont été développées pour la protection des cosmonautes. Donc, des exemples comme ça, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Donc, on dit 100 technologies développées pour la navette spatiale ont trouvé des applications spatiales, des applications civiles. Alors, je termine par 2 exemples locaux développés sur le territoire de la métropole de Bordeaux, les composites thermostructuraux, et je parlerai après des ramifiés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un composite thermostructural? C'est un composite qui est capable de travailler à très haute température. Quand on est dans une fusée, là, j'ai pris ça, c'est un moteur de fusée. Il y a un divergent, donc c'est la partie conique qui est en bas du divergent. On le devine ici, là, dans les gros boosters, qui est en bas et la température qu'il y a au milieu de la tuyère. La température qu'il y a au milieu du cône là, est de l'ordre de 1500 degrés dans le divergent. Et la mécanique est assumée. Et ça marche 2 minutes et quelques secondes. 2 minutes et 10 secondes pour Ariane 5. Donc, c'est quand même une performance exceptionnelle. Et donc, on a eu, bien sûr, l'objectif de regarder où est-ce qu'on pouvait utiliser ce savoir-faire. Donc, une des premières applications, ça a été les freins haute performance. Vous avez ici une Ferrari à droite. Vous voyez qu'au milieu de la roue, c'est tout rouge. Ce sont des freins avec des matériaux composites carbone-carbone. Donc, une matrice en carbone et des renforts par des tissus de carbone. Après, les matériaux, on peut en changer et aller vers des températures. On peut aller jusqu'à des produits qui marchent à 2500 degrés d'une manière permanente. Donc là, on voit, aujourd'hui, c'est sur les voitures de luxe.
c'est sur 100% des Formule 1. Et petit à petit, ça pourra descendre, mais encore le prix est un peu rédhibitoire aujourd'hui. On est en train de développer à Bordeaux les chambres de combustion des moteurs aéronautiques. Donc, plus un moteur est chaud, plus une enceinte, là où se passe la combustion est chaude, plus elle est performante, moins elle pollue, et donc plus elle permet d'atteindre des objectifs de qualité importants. Bon, il y a un petit problème entre la situation là et avant. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la tuyère, elle travaillait 2 minutes et 10 secondes. Là, nous devons garantir 40 000 heures. On voit que ce n'est pas du tout la même échelle de temps qui est nécessaire. Une autre application pour des applications alors, dans le domaine de la fusion nucléaire, le tokamak qui se trouve en banlieue d'Aix-en-Provence, à Cadarache. C'est un tore. Alors, pour ceux qui se souviennent plus de ce que c'est qu'un tore, c'est un pneu. Voilà, c'est le tore parfait. Donc, au milieu du pneu, dans l'axe principal, on crée les conditions de la fusion nucléaire. Donc, on est à plusieurs centaines de millions de degrés. Et donc, rien ne peut tenir ça. Donc, c'est tenu par des électroaimants, des aimants très, très, très forts qui maintiennent cette petite chose-là qui est au milieu. Et après, il faut récupérer la chaleur. Et donc, la paroi, qui est assez loin, hein, est tapissée de tuiles. Et ces tuiles sont dans le même matériau que le matériau que j'évoque. Et donc, nous avons développé des pièces pour cet appareil. Soit dit en passant, c'est une des caractéristiques les plus intéressantes de l'utilisation du nucléaire parce que c'est une réaction qui s'arrête instantanément si on arrête d'alimenter. C'est-à-dire, si on appuie sur le bouton stop, toute la fusion s'arrête et il n'y a pas de rayonnement important. On se sert aussi de ça pour faire des outils dans l'industrie pour quand on veut faire des traitements thermiques à haute température, ben on se sert d'outillages qui sont dans ces structures-là. Et ça a été ma responsabilité pendant quelques années à Bordeaux. Donc, ça, c'est le premier exemple local. Le deuxième exemple local, et je terminerai par celui-là, ce sont les lamifiés, qui sont des structures à base d'élastomères et de métal. Alors, ce sont des espèces de sandwich. On voit ici l'image verte, là, où on voit alternativement des couches de caoutchouc et des couches de métal. Pardon. Des couches de métal. L'avantage est présenté dans le schéma là, qui est en bas. Quand on appuie perpendiculairement, ça résiste très très fort. Mais par contre, si on exerce un effort transversal, ça a une certaine souplesse. Donc, on s'en sert au point de départ pour diriger la fusée. Donc, vous avez en bas à gauche des cônes qui sont donc les divergents que j'ai évoqués tout à l'heure en matériaux composites thermostructurels. Mais pour orienter la fusée, on monte ces ensembles sur une butée qui est sphérique. Donc, on va pouvoir donner un petit mouvement de quelques degrés, 7 à 8 degrés, et c'est avec ça qu'on dirige la fusée. Donc là, on a utilisé pour la première fois dans le monde cette technologie pour permettre le débattement de cette petite dizaine de degrés qui était faite. Et donc, c'était quand même très intéressant au niveau de la performance de ce booster. Et puis, il y a à la fois une entreprise en Alsace qui était dans les matériaux caoutchouc, à la fois la SEP à l'époque qui avait développé la technologie. Entre les deux, un consultant qui cherchait des applications nouvelles pour la boîte alsacienne. Et en mélangeant tout ça, ça a fait une nouvelle société qui s'est appelée Teclam, que j'ai créée et dirigée pendant pas tout à fait 15 ans, on va dire. Cette société a été propriété de deux grandes structures, une structure américaine, une structure française, la SEP, puis elle est devenue 100% SEP, et elle s'est développée dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec l'espace.
Les hélicoptères, il y a dans un hélicoptère des tas de choses qui se déplacent avec des efforts importants, des vibrations qu'il faut couper et donc des mouvements à transmettre. Le rotor en particulier, il y a une vingtaine de pièces comme ça, qui sont des pièces critiques. Les sous-marins nucléaires, pareil. Le sous-marin nucléaire français est devenu un des plus silencieux du monde, alors qu'il était réputé comme être un des plus bruyants, parce qu'on a mis à un certain nombre d'endroits, en particulier dans les safrans, c'est-à-dire les gouverneaux, le gouvernail, qui permet de plonger, de tourner, on a mis ces structures à gauche, là, qui autorisent une rotation sans qu'il y ait frottement, et donc c'est uniquement la déformation du caoutchouc qui permet de faire tourner. Les plateformes offshore, c'est aujourd'hui l'activité principale de cette société. Donc c'est la liaison entre le fin fond de la mer et la plateforme par des tuyaux, les risers. Et bien sûr, comme les choses se déplacent, il faut des systèmes qui permettent aux brutes d'aller jusqu'à la plateforme, de se déplacer, d'admettre des pressions terribles et de tenir 50 ans avec un coefficient de sécurité de 3. Et bien ça, c'est fait par Teclam et d'autres d'ailleurs, mais de manière très importante. Le TGV, pareil, même considération. Orlyval, pareil. Et puis, il y a une particularité un peu rigolote, c'est qu'il y a eu un retour sur l'espace, mais par Teclam, parce que vous voyez, vous savez ce que c'est que les boosters. Ce sont ces gros bidons qui sont de part et d'autre du corps principal, qui sont le premier état. C'est là où c'est la propulsion à poudre, on dit. C'est là où on pousse à 95% au début. C'est ce qui fait le décollage et l'accélération primaire. Ces boosters sont attachés au corps principal. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des vibrations importantes, sachant que juste au-dessus, la case à équipement, c'est l'ordinateur qui gère toute la fusée. Et donc les vibrations étaient telles que ça compromettait le fonctionnement de cet ensemble. Et donc il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire si on utilisait des lamifiés. Et donc je me souviendrai toute ma vie que le directeur général du CNES, qui est devenu PDG de la SEP puis de SNECMA, avait dit, tant que je serai là, pas de caoutchouc dans la fusée. Ben, c'est lui qui a été convaincu par certaines personnes dont je faisais partie que c'était possible et qu'on permettait de faire la poussée en coupant les vibrations et en garantissant la durée de vie pendant le fonctionnement. Donc voilà un petit peu, et alors c'est quand même intéressant parce que le business qui est généré là est très important et très diversifié. Et là, je vous ai pris les deux cas qui sont relatifs à notre expérience ici locale à Bordeaux, mais on peut prendre des tas de sujets sur les matériaux, sur les robots, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, l'objectif que j'avais été d'essayer de faire un panorama des différents thèmes qui sont derrière l'exploration de l'espace, à la fois humain, technologique, scientifique, politique, militaire, hélas, mais bon, c'est comme ça. Et donc, j'espère que vous n'êtes pas trop embêtés en écoutant ce discours. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pour que vous gardiez le moral quand même, j'ai mis ici un trou noir au milieu avec tout l'ensemble qui tourne autour. Et là, progressivement, à droite, peut-être que les images empêchent qu'on voit bien, c'est la Terre qui est en train d'être absorbée. Le Soleil est très mal en point. Il est déjà dans la spirale finale. Et nous, on est en train d'arriver. C'est un petit clin d'œil. Peut-être un peu pessimiste, mais je pense que ça peut avoir lieu dans quelques milliards d'années. Vous ne serez plus là, hein, ni moi non plus. Voilà, merci pour votre attention. Et est-ce que Mars est loin de ce trou noir? Oui, oui. Non, la galaxie dans laquelle on est, la Voie lactée est très très loin des principaux trous noirs qui sont là. Donc, la galaxie, c'est quand même énorme, mais des galaxies comme la Voie lactée, il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Fabre. C'est vraiment Roland, c'est vraiment formidable.
je suppose qu'il y a plein de questions qui vont vous être posées. Ce qui serait bien, c'est de revenir sur tous les visages et quitter cette image du trou noir. Vous voulez qu'on quitte ça? Oui. Alors, je fais annuler. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non. Bravo. Alors, votre intervention était plus qu'intéressante. Je suis certaine qu'il va y avoir plein de questions. C'est prenant, hein, et on se rend compte qu'effectivement, les enjeux sont énormes. Énormes, énormes. C'était très intéressant. Et Roland, ça fait penser à cette question de la conquête. La conquête, on parle de conquête spatiale. Ça fait penser évidemment à ce qu'on a vécu déjà sur Terre avec la conquête des grands espaces, la conquête des continents, une forme de colonialisme ou de colonisation des espaces et des terres. Là, c'est un jeu de vitesse aussi, finalement. Chacun veut aller conquérir le plus vite possible. Il y a une concurrence. Il y a quand même un bémol, mais qui est de plus en plus difficile à gérer, le bémol. C'est que normalement, il a été décidé au niveau international, au niveau de l'ONU, que l'espace était à tout le monde, que les planètes étaient à tout le monde. Ça ne plaît pas à certains. Donc, il y a en ce moment une bagarre pour que certaines utilisations, par exemple sur la Lune, si on découvre qu'il y a des métaux particulièrement intéressants et qu'on fasse une mine de platine au hasard, celui qui va creuser pour trouver le minéraux, il sera propriétaire du platine. Ça, c'est un problème. C'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une concurrence, mais on s'attendrait à une forme de coopération aussi, parce qu'on va plus vite à plusieurs que tout seul. Donc, ouais. Si les gens travaillent ensemble, peut-être, les pays travaillent ensemble, ça pourrait aller encore plus vite. C'est pour ça que la station internationale, l'ISS, marche. Pour l'instant, tout le monde y va. Les Chinois, les Américains, les Européens, les Japonais viennent à tour de rôle, mais est-ce que ça continuera? Je ne suis pas bien sûr. Et il va falloir réguler tout ça, il va falloir quand même des lois pour… Oui, absolument. Ouais. Et c'est plus qu'important même, parce que ça devient… Surtout que maintenant, il y a le business qui arrive. Voilà. Ben oui. Et alors, il y a une question dont tu n'as pas parlé, parce que évidemment, tu n'as pas la réponse, mais moi non plus. Hein. Cet espace, finalement, est-il habité? Parce que on s'intéresse à l'espace, mais est-ce que cet espace, entre guillemets, il est vide? Alors, on essaie de… Il est vide. Oui, il est rempli de planètes, il est rempli de satellites, il est rempli d'un certain nombre de choses, mais on aimerait tous savoir si cet espace est habité, finalement. Bon, moi, ce que je dis là-dessus, on ne sait pas, hein, personne ne sait. Mais il y a quelque temps, on voyait que les galaxies lointaines, je parle. Hein. Puis après, on s'est mis à voir les équivalents des soleils. Hein. Et on en a désormais des milliards et des milliards et des milliards. Et puis, on a vu qu'il y avait des planètes au niveau de ces soleils. Que ces planètes… ce qu'on appelle les exoplanètes, en ce moment, on en découvre une par jour, peut-être plus que ça. Et donc, il est peut-être que le coup de zoom d'après, mais on ne sera plus là ni l'un ni l'autre, ce sera de voir un peu ce qui se passe sur ces planètes. Aujourd'hui, on est capable de dire si dans une galaxie voisine, il y a une planète qui tourne autour d'un soleil et qu'elle est composée de tels matériaux, qu'il y a de l'eau, pas d'eau, donc on commence à savoir ce qui se passe dessus. Et c'est loin, hein. C'est un problème, à mon avis, d'abord de télescope. Il faut avoir l'outil de vision le plus précis possible. Oui, bonsoir. De toute façon, avec le nombre de planètes qui doivent exister, la vie, c'est sûr, peut-être même la vie intelligente existe. Par contre, les chances pour qu'on les rencontre, vu les vitesses à laquelle on peut voyager, qui est limitée à 300 000 km/s, elle est infiniment petite. On a très peu de chances de rencontrer la vie. Moi, je suis d'accord avec ce point de vue. Moi aussi. Statistiquement, de toute façon, la vie… on est une toute petite planète dans un système solaire parmi des milliards de galaxies. Il y a quand même une statistique qui montrerait qu'il y a plus de chances qu'il y ait d'autres formes de vie qu'il n'y en ait pas. Voilà. Et on est en train de regarder sur Mars. Il y a eu une vie à un moment donné.
Alors, ce n'est pas des martiens, c'était des micro-organismes qui étaient composés de quelques molécules différentes, mais on est sûr de ça maintenant. Donc, c'est pour ça aussi que les gens commencent à s'intéresser en disant « Ah, il y a eu la mer, et donc, par conséquent, il y a eu des micro-organismes, qui que quoi, voilà. » Je vais vous poser une question qui est certainement très, très bête. Et je voulais savoir si le temps s'écoulait de la même façon. C'est-à-dire que, puisque la vitesse n'est pas la même, est-ce que, par exemple, les 10 personnes qui vont se retrouver sur Mars vont vieillir de la même façon que nous, au même rythme que nous? Non. Il y a une expérience c'était de Paul Langevin, si j'ai bonne mémoire, qui était une expérience théorique, hein, qui n'a pas eu lieu, qui disait qu'il y avait 2 jumeaux, un qui restait sur Terre et l'autre qui allait faire une exploration spatiale lointaine. Je ne me souviens plus des vitesses du deuxième, là, mais quand il revient, son frère est un vieillard. Et lui, voilà. Donc, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Enfin, plus exactement, l'évolution de l'organisme ne s'écoule pas de la même manière dans les 2 cas. Ce n'est pas forcément le temps. D'accord. C'est peut-être pas le temps, c'est peut-être la gravité qui joue. Ou l'absence. Oui, c'est ça, l'absence de gravité, oui. L'absence de gravité. Pendant que j'ai la parole, là, je voudrais poser une question qui a été plus ou moins abordée, c'est le droit de l'espace. Est-ce qu'il existe un organisme international qui est capable, disons, d'édicter des règles qui soient valables pour tout le monde? Oui. À l'ONU, il y a un organisme dont j'ai oublié le nom qui est censé gérer cet espace d'un point de vue collectif et donc avec des considérations, mais qui n'ont pas force de loi. Donc, c'est bien connu, les États-Unis n'ont pas la capacité à imposer des lois à leurs adhérents. Et donc, on est dans cette situation, mais il y a un organisme qui fait ça. Et c'est vrai que cette approche-là est menacée. Parce qu'il y a un problème qui se pointe à l'horizon, dont vous avez déjà parlé, c'est la prolifération des débris. Ouais. Actuellement, bon, il y a 20 ans, on ne parlait même pas de ces débris, il y en avait, mais enfin, maintenant c'est exponentiel le nombre de trucs qui se baladent dans l'espace proche. Donc, il va y avoir, ça gêne déjà les télécommunications, mais ça risque de perturber aussi l'aéronautique, ça risque de perturber les télécommunications. Est-ce qu'il n'y a pas justement des règles qui pourraient s'appliquer à la fin de vie des satellites, par exemple? Parce que les satellites, bon, finalement, ils retombent sur Terre. Souvent. On est toujours sur le principe de la bonne volonté des acteurs. On n'est pas sur l'obligation des acteurs. Mais je pense que ça ne va pas durer, ça, c'est pas possible. Bon, les avions, c'est moins embêtant parce que quand les petits morceaux, même les gros morceaux d'ailleurs, sont en train de tomber, les derniers kilomètres, ils brûlent. Jean-Pierre, mais il suffit qu'il y ait un tout petit trou pour que l'avion se déprécie. Oui, mais à mon avis, là, c'est fini. À 10 km, ce n'est pas un problème. Parce que là, ils sont sur des hauteurs qui sont au moins 200 km. Par contre, si vous faites le calcul, moi je ne l'ai pas fait, mais le calcul de la sphère à 200 km de hauteur par rapport à la Terre au niveau du sol, vous arrivez à une sphère quand même d'assez grande dimension. Avant que ce soit vraiment embouteillé, il va encore se passer du temps. Jean-Pierre, tu avais une question? Non, ce n'était pas une question, c'était une observation. Parce que quelles que soient les mesures, les conventions internationales qu'on pourra prendre pour essayer de réguler l'occupation de cet espace, tant qu'il n'y aura pas de gendarmes sur place pour faire la police, ben ce sera laissé. Or, allez, qui pourra mettre un gendarme dans ces empyrées? Qui peut mettre un gendarme entre Israël et les Palestiniens pour leur dire arrêtez de vous faire sur la gueule? Ça nous rend modeste. Je voudrais dire par rapport à justement à ce problème, le projet c'est Jeff Bezos d'Amazon d'envoyer je ne sais combien de satellites pour couvrir l'ensemble de la Terre.
avec, vous ne l'avez pas évoqué, mais la possibilité de livrer par drone, puisque ça commence à se faire. Oui, non, mais c'est lié, oui, bien sûr. Et qui seront liés, puisqu'ils seront guidés par les satellites. Moi, je crains que des gens comme ça, en plus une personne, quelque part, elle va dominer le monde. Parce que on ne sait pas forcément ce qu'elle pourra mettre dans les satellites. Dans le logiciel qui gérera les satellites, est-ce qu'il servira simplement à prendre et transférer les commandes ou faire autre chose? Et un mec qui a la possibilité de gérer, de voir tout ce qui se passe dans le monde, c'est lui le maître du monde, quelque part. Hein. Oui. C'est le problème de tous ces milliardaires des nouvelles technologies. Ils sont tous dans la même situation. Et les milliardaires des GAFA, mais ils doivent aussi respecter des lois locales. Par exemple, sur la circulation des drones dans tel ou tel pays, comment pas les mêmes réglementations, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent avec leurs drones dans des villes, en fait. Non, mais c'est pas très... Oui. Mais d'abord, de savoir ce qui se passe sur toute la Terre d'une manière fine et pouvoir passer la commande, même si après on suit des circuits plus traditionnels, c'est la première partie qui est dangereuse aussi, très dangereuse. Oui, mais elle existe déjà. Oui. Pas avec cette précision. Vous disiez que la résolution des systèmes de guidage américains est de quelques centimètres. 10 centimètres. Bon, par conséquent, d'ores et déjà, tout est connu, tout est su et tout est vu. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous disiez, je fais un petit recul par rapport à l'histoire, mais historiquement, ce sont souvent les guerres qui ont provoqué des progrès, des progrès techniques. Et là, ce qui me réjouit, c'est que finalement, il y a certes des conflits des conflits de puissance, et vous l'avez parfaitement évoqué, notamment la lutte pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui a abouti à la ruine de l'Union soviétique parce qu'elle n'avait pas les moyens, en fait, n'avait pas les moyens de soutenir l'effort qu'elle a réalisé, et donc elle s'est ruinée dans cette affaire. Mais ça n'est pas une guerre directe comme l'ont été la guerre de 14 et la Deuxième Guerre mondiale. Or, ces guerres-là, enfin on le sait notamment pour la chirurgie, la guerre de 14 a fait faire d'énormes progrès à la chirurgie, par exemple. Bien sûr. Je suis d'accord. Alors là, ce qui est réjouissant d'un certain point de vue, c'est que finalement, cette hyper-compétition entraîne des résultats, des retombées économiques positives. Vous nous l'avez clairement démontré. Ça, c'est quand même très intéressant, je trouve. À l'inverse, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est ce projet dont, personnellement, j'ai tendance à penser qu'il est utopique, d'envoyer des gens vivre sur une autre planète dans l'espace. Bon, vous nous avez parlé des radiations extrêmement difficiles à supporter, mais en toute hypothèse, je vois mal comment une population entière pourrait être transportée. Ça ne peut jouer que sur des individus, non? Je suis d'accord. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est comme au début, quand je dis qu'on pourra transporter toute la population de la Terre vers ailleurs. Non, c'est un rêve. Oui, d'accord. Et vous pensez que ce sera toujours un rêve? Je suis bien incapable de le démontrer. D'accord. Ne serait-ce que par mon grand âge. Ici, nous sommes en compétition pour le grand âge. Oui. Amical. Bien. Il y a d'autres questions? Je sens qu'il y en a qui veulent aller voir le match de rugby. La glace sur la Lune, vous en avez parlé pour aller sur Mars. Oui. Je n'ai pas compris à quoi pouvait servir cette glace. À faire de l'eau et à permettre des utilisations qu'on n'a pas emportées au départ de la Terre. D'accord. Toujours, on veut faire ce qui compte, c'est économiquement, c'est la masse, la vitesse. Si on met une fusée qui pousse aux fesses pour aller vers Mars, on peut réduire le temps par 3 ou 4. Mais tous les moyens qu'on va utiliser pour faire ça vont servir à rien quand on sera sur Mars et qu'on aura gaspillé une masse inutilisable par ailleurs. Donc, c'est toujours des choix de compromis entre les différents aspects du problème, quoi. Sachant que derrière, à chaque fois, il y a l'économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime que le coût de
du projet martien, il y en a plusieurs, mais il y en a qui ont été quand même évalués, c'est environ 100 milliards de dollars. Il faut avoir envie de les sortir quand même. Hein. Oui, quand même. Est-ce qu'il y aura à diffuser? Il y a un professeur à l'Institut de cognitique de Bordeaux qui est un spécialiste des trajets sur Mars et qui est invité, c'est le seul Européen qui est invité chaque année au séminaire de la NASA quand il réfléchit sur les problèmes stratégiques. Donc, il a fait des bouquins, c'est un ami, c'est un gars marrant, il est très brillant. Et lui, il réfléchit en termes d'architecture. Voilà, quel moyen pour faire quoi? Je reviens pas. Enfin, c'est assez marrant à écouter, comme si c'était pour demain matin. Quoi. Il doit falloir des matériaux très différents pour pouvoir faire une construction sur Mars ou ailleurs. Il y a des beaux films là-dessus. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, les films, même les films de science-fiction, sont souvent intéressants parce qu'ils inventent des concepts qui permettent de dépasser en fait les problématiques qui sont les nôtres. Parce que les problématiques qui sont les nôtres, par exemple, c'est l'espace en 3 dimensions, c'est le temps, donc on vit dans 4 dimensions en fait. Mais par exemple, quand Star Trek invente la téléportation, en fait, il dépasse le cadre des 3 dimensions et du temps. Ou si on pense, par exemple, des progrès scientifiques ou la théorie des cordes, la théorie des 8 ou des 13 dimensions, tout d'un coup, on sort des 4 dimensions connues, et alors, du coup, tout est possible. Pascal, il y a quand même des téléportations qui sont en train d'apparaître. Ouais. Donc, dans la mécanique quantique, mon petit frère est un spécialiste de ça, deux particules, pas 2 atomes, 2 particules qui sont étroitement liées, elles sont intriquées. Et alors, le jeu consiste à les séparer. Donc, au début, ils les ont séparés de quelques mètres et ont changé la polarité d'une. Instantanément, la polarité de l'autre changeait. On s'est dit, c'est pas possible, ça, on va les mettre de 1000 km, toujours pareil. On les a fait traverser les océans, toujours pareil. Donc, il y a un cas de figure, hein, c'est dans les grands principes de l'optique quantique, que là, on ne sait pas expliquer comment l'information du changement d'état arrive à l'autre. Intrication. Et donc, ce genre de choses permettra peut-être un jour de dépasser les questions d'espace, justement, où on pense qu'on doit franchir finalement, comme on roule à tant de kilomètres/heure ou tant d'années-lumière, peut-être que du coup, la notion de temps sera relativisée aussi. Oui, je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Mais le premier but de ces systèmes intriqués, c'est les ordinateurs quantiques qui ont des possibilités de calcul qui sont énormes, qui n'ont rien à voir avec… oui, mais là, c'est plutôt le rêve à partir d'une base théorique qui n'a rien à voir avec le sujet. Quoi. Je veux dire, on pourra pas si on était tous les deux intriqués, ça semble farfelu. Quoi. Ça ouvre des perspectives, tout ça, c'est intéressant. Voilà. Mais même l'aviation pourrait faire des progrès colossaux parce qu'au lieu de prendre un temps fou pour aller d'un point à un autre, on pourrait peut-être… Mais ce n'est pas très écolo, ça, en ce moment. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est… et je veux rendre hommage quand même à mes amis de l'aviation parce qu'ils travaillent beaucoup pour atteindre des objectifs de réduction d'impact au niveau de la propulsion et des tas de facteurs. Moi, j'organise un colloque en tant que 3AF tous les 2 ans, More Electric Aircraft. Donc, on l'a déjà fait 5 fois, on va le faire cette année à Bordeaux, une fois à Bordeaux, une fois à Toulouse, pour voir tous les domaines dans lesquels les industriels travaillent pour rendre l'avion plus électrique. Ça ne veut pas dire seulement les moteurs ou la force qui permet la propulsion. J'aime bien donner l'exemple des roues. Aujourd'hui, pour aller du point où on prend les gens au décollage, la distance a tendance à s'augmenter. On est entre 6 et 7 km. Jusqu'à présent, c'était les réacteurs qui poussaient par un système d'APU qui permettait de faire ce trajet-là.
Maintenant, c'est Safran qui l'a développé, on développe des moteurs électriques qui sont dans les roues. Quand on est au poste d'accostage, on charge les batteries de ces moteurs qui ont la capacité d'être suffisants pour les amener au point de départ. L'avion vole. Pendant le vol, il se recharge grâce au réacteur et à l'atterrissage, même scénario, il va transporter jusqu'au point d'arrivée. Mais ça fait baisser de 7%, entre 7 et 8% la consommation de kérosène. Bon, c'est pas mal. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Hein. Ce n'est pas uniquement la propulsion, c'est aussi toutes les applications qu'on trouve dans un avion. Est-ce qu'il y a d'autres... Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier. Bravo pour votre... Merci à vous. C'était vraiment formidable. Voilà. On a appris Si Pascal est d'accord, je peux faire le topo au foyer un de ces soirs. Ah, mais avec mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, Ouais. très intéressant. C'est mon métier derrière. Voilà. Et puis on voit que tu aimes ça, alors ça fait plaisir. Il y a Ah de la- oui, il y a de la passion derrière le métier. oui, c'est vrai. Oh, c'est un peu obligé. Hein. Quand vous regardez aussi, comme il s'appelle, Pesquet, là, Pesquet, il aime ça. Quoi. Maintenant, oui, j'ai oublié de dire qu'il allait diriger l'opération qui arrive. Là, dans un mois, c'est le chef. Hein. Ah oui, il va aller sur Lui, il veut aller sur Mars. Lui, il veut aller sur Mars. Il nous l'a dit. Il veut y rester. Ah non, il n'est pas sur Mars One. Non, surtout pas. C'est un bon citoyen. Écoutez, merci. Je vais charger l'activité. Je vais faire un peu de sport ce soir. Je vais m'orienter vers le rugby. Ah, c'est pas fini, sans doute. Allez, merci. au revoir. Au revoir.